Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Geoffroy Didier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur de campagne des Républicains aux élections européennes et vice-président de la région Île-de-France. À celles et ceux qui doutaient que le cap soit tenu par le président de la République, il a quand même confirmé lors de sa conférence de presse 5 grosses réformes du structure d'ici la fin de son mandat. Il a été clair sur l'assurance chômage, sur la retraite, sur la fonction publique, sur l'organisation des services publics au sens large ou des pouvoirs publics, sur l'école. Cette volonté de transformer le pays, elle semble, en apparence en tout cas, rester intacte. En apparence, vous le dites, je ne trouve pas qu'il ait été si clair que cela. Il n'a pas été clair dans le financement des mesures qu'il décidait, et il n'a pas non plus été clair dans le calendrier. Or, une action publique, c'est une décision, un cap, mais aussi un financement pour rendre possible cette décision, et un calendrier très précis de mise en œuvre. Mais on lui a reproché de cristalliser, d'avoir une gestion très verticale du pouvoir. Il dit voilà, aujourd'hui je donne un cap et puis après l'intendance va suivre avec le gouvernement. C'est ça aussi les institutions de la Ve République? Non, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait véritablement changé de personnalité. Je crois qu'il veut tout faire lui-même et qu'il semblait, parce que ça l'arrangeait politiquement, de découvrir qu'il existait un gouvernement à ses côtés. On disait pareil de Nicolas Sarkozy aussi à l'époque. Oui, mais ne rentrons pas dans les débats de personnalité. Il est président. Il est légitime et moi j'estime qu'aujourd'hui nous avons un président de la République qu'il faut respecter, nous le respectons, c'est-à-dire que lorsqu'il va dans le bon sens et dans l'intérêt général, je n'hésite pas à le dire publiquement parce que je crois que s'il y a une leçon à tirer de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que nous ne pouvons plus faire de la politique comme avant et que nous ne pouvons plus nous réduire à une opposition systématique, voire à une obstruction comme ça peut être le cas par le passé. En revanche, lorsqu'il est flou, lorsqu'il ne finance pas ces mesures, j'estime que c'est aussi notre devoir d'opposition et je l'espère demain d'alternative de le dire. Ouais. On va parler du financement des mesures, parce que c'est vrai que pour l'instant ça reste un petit peu flou, mais quand on voit les montants quand même en jeu, un peu moins. Alors Bercy l'a chiffré à 17 milliards d'euros. C'est sujet à caution parce qu'à droite, selon vous, c'est un peu plus, vous avez peut-être raison, mais 17 milliards d'euros lâchés comme ça en 3 mois, en 4 mois, c'est le président du pouvoir d'achat, on peut dire maintenant. Avec ce qu'il a, les sommes en jeu sont historiques. On n'a jamais vu ça. En 6 mois, lâcher 17 milliards d'euros de mesures de pouvoir d'achat. Vous êtes un trop fin journaliste économique pour ignorer qu'il ne suffit pas de donner 17 milliards d'euros à nos concitoyens, parce que ces 17 milliards d'euros, ils vont devenir 17 milliards d'euros d'impôts demain si ça n'est que des cadeaux pas financés. Moi, ce que j'attends d'un président de la République, que je le soutienne. Non mais attendez, que je le soutienne ou que je ne le soutienne pas, ce que je veux, c'est qu'on soit rigoureux et précis. Faire preuve de rigueur lorsqu'on est président de la République, c'est dire où est-ce que je vais chercher l'argent, à qui je vais le donner et quand. Pardon, mais soyons un peu exigeants quand même à l'égard de celui qui incarne les institutions de la République face à une urgence sociale comme celle-là. Parce que je n'oublie pas le message originel des Gilets jaunes, qui était celui de tous ces honnêtes gens, de ces hommes et ces femmes, qui nous disaient tout simplement « je ne peux plus payer ces impôts ou ces taxes parce que je ne le peux pas ». Et du président et de Bruno Le Maire, il est clair, il a fait ses calculs, le ministre de l'économie nous dit voilà, l'impôt sur le revenu va baisser dès 2020, dès janvier, entre 180 et 350 euros pour les contribuables qui sont dans les 2 premières tranches. Qu'est-ce que la droite a à redire à ça? Mais je suis favorable au principe même de la baisse de l'imposition sur le revenu, puisque nous-mêmes, au sein des Républicains, nous avons contribué au grand débat, contrairement aux partis extrémistes qui ont refusé même le principe du débat. Mais nous avons dit, oui, nous voulons baisser de 10% l'impôt sur le revenu. Vous êtes satisfait? Pour tous. Donc, oui, mais attendez, mon rôle, ce n'est pas uniquement d'être béat face à une réforme que j'attendais moi-même. Mon rôle, c'est de dire, attention, est-ce que les cadeaux d'aujourd'hui ne vont pas devenir des impôts de demain? Et donc, ce que je souhaiterais, c'est que face aux recettes, il y ait aussi, ou face aux dépenses, pardon, il y ait aussi quelles sont les recettes, c'est-à-dire quelles sont les réformes de structure qui nous permettent de nous redonner des marges de manœuvre économiques et financières, c'est-à-dire quelle est la baisse de la dépense publique que programme Emmanuel Macron. Justement, c'est lié, hein, mais le gouvernement nous dit 17 milliards d'euros, encore une fois, aujourd'hui, de plan entre les mesures de décembre et celles de la conférence de presse de la semaine dernière. Ça pourrait être beaucoup plus. C'est là où à droite, j'ai vu passer des chiffres, on parle de 25-30 milliards d'euros parce qu'il faut regarder aussi l'instauration
d'un minimum pour les petites pensions de 1 000 € ou quelques centaines de millions d'euros, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le fait de limiter les effectifs dans les classes de maternelle et de primaire, là encore, voilà, le manque à gagner sur la taxe carbone. Vous redoutez au final l'explosion budgétaire. C'est ça qui nous pend au nez. Ce que je veux vous dire, c'est que les comptes ne doivent pas être seulement justes, ils doivent être sincères, comme dans toute entreprise. Et l'argent public n'existe pas, il n'est que la somme des impôts privés de chacun. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que Emmanuel Macron n'a pas démontré jusqu'ici une capacité à baisser la dépense publique. Et d'ailleurs, la dépense publique augmente plus vite. Et je pense que ceux qui nous regardent ne le savent pas forcément. C'est étonnant, mais la dépense publique sous Emmanuel Macron augmente plus vite qu'elle n'augmentait sous François Hollande. Bon. Avouez quand même que c'est un paradoxe. Et donc, la dépense publique a augmenté de 44 ou aura augmenté de 44 milliards d'euros sur 2018-2019. Parce qu'il y a le CICE elle qui se n'avait transforme en augmenté. baisse de charge D'accord. aussi. Mais non, mais je veux Que bien. la droite souhaitait faire. Je veux bien, mais Pas on cohérent. aura, alors que la dépense publique aura augmenté, si on prend les années comparables chez François Hollande, c'est-à-dire 2013-2014, de 28 milliards d'euros. Donc la dépense publique augmente plus vite avec Emmanuel Macron qu'avec François Hollande. Donc je sais bien que Emmanuel Macron était le conseiller économique de François Hollande, mais avouez quand même qu'il fait pire. Alors ce que je veux juste vous dire, c'est que je suis prêt à être favorable aux mesures d'Emmanuel Macron qui vont dans le bon sens. La seule chose que j'exige, c'est qu'en face, on sache comment elles sont financées, parce que s'il n'y a pas de financement qui s'inscrivent par une baisse de la dépense publique, ce sera évidemment Les une impôts de demain. augmentation. Ben évidemment. Ouais, sauf que ce que nous dit le gouvernement, c'est que jamais la dépense publique n'a été autant tenue. Mais Qu'elle augmente si vous aujourd'hui. pouvez me contester les chiffres que j'avance, Parce je que veux dedans, bien. vous mettez la transformation du CICE en baisse de charge. Et donc, one shot, il y a un 20 milliards. Donc il fallait trouver des économies ailleurs, en parallèle, pour pouvoir honorer cette réforme. Ouais, notamment avec cet objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, qui, on a compris, alors pas officiellement, mais il est quasi officiellement abandonné. Vous dites c'est une erreur. En même temps, les Français nous le demandent, réinvestir dans la sécurité, dans la justice, dans l'école, l'éducation. Vous faites comment, vous? C'est marrant, avec deux injonctions Alors, comme ça là, contradictoires. je vais sans doute vous étonner, et je pense être minoritaire à droite, mais je ne suis pas favorable à une baisse drastique du nombre de fonctionnaires. Je crois à la fonction publique de mon pays. Je crois qu'à droite, C'est pas le son de cloche qu'on entend à droite. Oui, à droite, nous n'avons pas su parler à 5,5 millions de nos concitoyens qui, pour l'immense majorité d'entre eux, accomplissent leur mission avec le sens de l'État. Et je crois que oui, nous avons besoin de policiers, de gendarmes, d'infirmiers, qu'il y a des urgences économiques, régaliennes et sociales qui font que nous devrions, à droite, arrêter de taper sur les fonctionnaires avec pour seul discours, vous savez, on va en supprimer 10%, sans jamais dire lesquels d'ailleurs, parce que nous n'avons pas toujours été capables de dire lesquels. Alors, je pense... Le seul qui l'a fait, encore une fois, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, il avait rendu plus de la moitié, on s'en souvient, plus de la moitié, c'était aux fonctionnaires. Il avait pratiqué le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ce Oui. qui est encore différent du fait de supprimer un certain nombre de fonctionnaires. Dans la mise en œuvre, les choses étaient beaucoup plus fines sous Nicolas Il y avait Sarkozy une pyramide des âges aussi qui était que dans la favorable. manière dont on s'est présenté en 2017 à droite vis-à-vis des fonctionnaires. Mais je crois que vis-à-vis de la fonction publique, bien sûr qu'il y a une réorganisation à mettre en place, qu'il y a une rationalisation des services, que dans la fonction publique territoriale, il y a à mon avis beaucoup d'efforts à faire, plus d'ailleurs dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique d'État. Mais je crois aussi qu'il va falloir mieux rémunérer les fonctionnaires au mérite et revaloriser leur mission fondamentale. Je vais vous dire une chose, je trouve qu'il est scandaleux qu'il existe dans la 6e, 7e puissance économique mondiale qu'est la France, une paupérisation des services fondamentaux de l'État. Allez voir l'état de certains hôpitaux, allez voir l'état de certains commissariats, j'estime qu'ils ne sont pas dignes de notre pays. Si on vous prend au mot, Geoffroy Didier, d'un côté, aller voir l'État, donc il faut mettre des hôpitaux, des services publics, donc il faut mettre plus d'argent, et de l'autre, vous voulez faire des économies, sans toucher à la masse salariale de la fonction publique, qui pour le coup pèse quand même 40% du budget de l'État. On se dit, mais c'est la quadrature du cercle, comment est-ce que la droite s'y prend Je vais être plus précis. Pour faire des économies sans que ce soit des économies de bout de chandelle? Je vais être plus précis. Je pense que dans la fonction publique territoriale, il y a beaucoup de progrès possibles. Qu'il y a aussi, encore une fois, une rationalisation de l'organisation. Les milliards d'euros d'économies. Mais les milliards d'euros, ils sont dans un gaspillage d'argent public. Regardez. Ouais, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais attendez, regardez la manière aujourd'hui dont les allocations sociales sont gérées. Ah. Bon, nous proposons une allocation sociale unique.
plafonner à 75% du SMIC pour que le travail rémunère toujours mieux que l'assistanat ou la solidarité. Donc on a des coûts de fonctionnement, il y a une forme de rationalisation, mais on n'en tire pas des milliards. Mais, si, on en retire des milliards, bien sûr. Il y a 47 allocations possibles aujourd'hui. On estime à 5 milliards d'euros, ça a été calculé par nos experts, 5 milliards d'euros, l'économie que nous pouvons faire du fait de la mise en place d'une allocation sociale unique et d'une commune et donc une meilleure gestion des ressources sociales. Sans raboter. Sans raboter. Sans raboter, si, je rabote sur le fait que cette allocation sociale unique ne doit pas excéder 75% du SMIC. Parce que j'estime que dans un autre pays, il faut que le travail rémunère toujours mieux que la solidarité. On rabote en haut, là où ça devient inutile, voire contre-productif de travailler et donc on vient décourager l'effort et l'esprit d'initiative. Je vous donne un autre exemple. Nous voulons aligner les régimes du secteur public, les régimes de retraite du secteur public et du secteur privé. 5 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'avant de se poser la question de savoir de l'âge du départ à la retraite, il faut quand même créer de l'équité et je pense que nos concitoyens Nicolas Sarkozy n'avait pas fait à l'époque? Non mais je ne suis pas en train de vous dire que on a tout bien fait. Parce que la droite a souvent l'intérêt d'une nouvelle génération. Écoutez, moi je n'ai pas gouverné sous Nicolas Sarkozy. Bon, on peut remonter, si vous voulez, jusqu'à Vercingétorix pour nous accuser de ne pas avoir bien fait comme il fallait. Moi, l'intérêt d'une nouvelle génération à droite, c'est celle que nous portons avec Laurent Wauquiez aux Républicains, avec François-Xavier Bellamy, tête de liste aux élections européennes. C'est que nous n'avons pas piloté les politiques gouvernementales pendant 10 ans ou 15 ans. Il y a eu de très bonnes choses faites sous Nicolas Sarkozy et sous la droite, certes, mais il y a eu aussi, évidemment... Vous retenez quoi d'ailleurs? Pardon, de Nicolas Sarkozy, par exemple? C'est pas un inventaire qu'on va faire là, mais ouais, vous retenez quoi? De Nicolas Sarkozy, je retiens une vision du Grand Paris, qui était un projet structurant et qui malheureusement n'est devenu que le Grand Paris Express, alors que j'estime qu'entre Paris et Le Havre, il doit exister... Là, il remet sa casquette, vice-président de la région Île-de-France. Non, vision territoriale, aménagement du territoire, création de richesses. C'est la mesure parce qu'on se pose toujours la question. Autre chose que j'ai beaucoup appréciée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est notre vision qu'il avait, parce que personne ne peut contester le fait qu'il était visionnaire, de l'Union pour la Méditerranée. Et j'estime là aussi qu'il y avait une possibilité de création de richesses et d'échanges culturels qui malheureusement est restée lettre morte à cause de François Hollande qui s'opposait systématiquement à ce qu'avait fait son prédécesseur. Les résultats sont là, nous a dit le président. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, croissance au premier trimestre de la France, plus 0,3%. On a eu les embauches en CDI qui ont augmenté de 2,4% au premier trimestre, les chiffres de l'ACOS. La consommation qui est repartie au premier trimestre, après une consommation atone en fin d'année. Les premiers résultats sont là, nous dit le président. Mais tant mieux. Vous êtes convaincu ou pas? Non, en tout cas, je suis... je prends. Je prends. Oui, moi, je prends tout ce qui est positif. Je ne suis pas là pour essayer de vous dire, mais non, les résultats ne sont pas là. S'il y a des résultats et qu'ils sont démontrés par l'INSEE et que l'on sent un indice de confiance élevé dans notre pays, tant mieux. En revanche, n'oublions pas quand même la réalité, en tout cas ne la masquons pas, c'est-à-dire que la dépense publique augmente et qu'aujourd'hui, le déficit budgétaire n'est pas celui que nous devrions avoir, que nous ne respectons pas les critères de Maastricht, parce qu'on donne beaucoup de leçons aux autres pays européens, mais on ne respecte pas les critères de Maastricht, ni la dette qui devrait être... Sur 2019, on sera un petit peu au-dessus, mais Pierre Moscovici l'a rappelé notamment sur ce plateau en disant que le traité permet, de manière exceptionnelle et limitée, de dépasser les 3%. Vous vous souvenez des critères de Maastricht? Vous vous souvenez du critère sur la dette? Critères, oui, sur la dette, bien sûr. 60% du PIB, vous trouvez qu'on le respecte? Vous savez comment elle est venue cette idée de 3%? 60%, c'était sur un coin de table. C'est de largement je ne suis pas en train de vous dire que... Le DOM, 3%, 60%. D'accord. Mais d'un autre côté, vous dites qu'il faut mettre plus d'argent dans les services publics. Et de l'autre côté, il faut respecter les 3% de déficit. Mais non, je suis désolé. Je vous donne des sources d'économie budgétaire tout en disant que nous avons besoin d'une fonction publique dans notre pays. C'est tout à fait possible. Qui dit fonction publique ne dit pas forcément augmentation de la dépense publique. Il y a une possibilité de baisser la dépense publique par d'autres moyens que celle qui consisterait à raboter le service public. Organisons mieux les choses, rationalisons certains domaines, créons de la justice. On l'a entendu souvent, ça, on l'a entendu souvent. Ben oui, il faut le faire. Rationaliser, organiser. Il faut le faire. Pourquoi personne ne l'a fait alors? C'est si facile. Laissez-nous le pouvoir. Il y a cette question, soit quand on parle de la droite dans les dîners en ville,
l'idée que vous êtes parti pour 10 ans d'opposition, ça vous fait peur ou pas de cette perspective-là, avec l'idée qu'il mène une politique économique qui est quand même celle que vous auriez pu mener si vous aviez été aux affaires? J'ai un conseil à vous donner, changez d'amis et n'allez pas le dîner en ville, on n'a pas d'amis en dîner en ville. Restez chez vous, parce que si c'est pour entendre être une alternative des balivernes qui sont aussi méprisantes pour la capacité du peuple à décider de son propre sort, franchement, on n'a pas les mêmes dîners en ville. Parce que moi, dans mes dîners en ville, si je puis dire, je sens un sursaut possible avec un devoir que nous avons au sein des Républicains, qui est très différent de celui des extrêmes de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous ne sommes pas juste une opposition, nous avons le devoir d'être une alternative. Et moi, je vais vous dire une chose, peut-être pour conclure, c'est que ça ne m'intéresse pas de m'opposer à Emmanuel Macron. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à être l'anti-Macron. Moi, ce que je veux dès maintenant, et c'est le rôle d'une nouvelle génération à droite, c'est de préparer l'après-Macron. C'est-à-dire que tout ce qu'Emmanuel Macron fait de bien aujourd'hui, nous le garderons. Vous voyez, c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup. Tout ce qu'il fait de bien, nous le garderons. Tout ce qu'il n'a pas fait de bien ou il n'est pas allé suffisamment loin, nous le ferons. En économie, les deux idées phares, justement, du renouveau d'une politique économique de droite, c'est quoi aujourd'hui? Je crois qu'il faut qu'on mette fin aux idéologies. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Moi, on me pose la question de savoir si je suis libéral ou pas. Non, mais des mesures phares. Oui, mais attendez. Non, avant d'une mesure phare, il faut avoir une vision, il faut avoir un état d'esprit. L'idée, c'est encore et je vous dis juste de ce que fait le président justement, d'arrêter. Mais ce qui fait de bien, je le prends encore une fois. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la droite doit, à l'avenir, être pragmatique économiquement. Arrêter avec cette idéologie ou ce débat qui n'a aucun sens, c'est-à-dire soit on est social, soit on est libéral. Moi, ce que je veux juste, c'est remettre l'État au bon endroit, là où on en a besoin, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup moins besoin dans les entreprises. Il y a un excès normatif que je vois comme député au Parlement européen avec les réglementations européennes et en plus la France qui ensuite surtranspose, c'est-à-dire ajoute des règles aux règles. Ça, on arrête. En revanche, il y a besoin d'État dans des missions fondamentales, comme par exemple la sûreté et la protection, qui est quand même la première liberté des gens, c'est-à-dire de circuler librement et en toute tranquillité. Et là, on a besoin d'État. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on arrête de dire on est libéral ou on est social. Ça, c'est un débat manichéen qui n'est pas respectueux des réalités économiques. La seule chose que j'exige de la droite, c'est qu'elle devienne pragmatique. Et donc, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot, mais... L'élection, c'est 2022, donc on aura le temps. Ah oui, mais là, on est déjà sur l'élection européenne de 2019, et je vous assure que le boulot, il est fait. Et oui, en tant que directeur de campagne donc des Républicains aux élections régionales et vice-président de la région Île-de-France. Merci d'avoir été avec nous, Geoffroy Didier, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.